gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, je rencontre Étienne Denis pour parler du festival Vue dans la tête de Rivière-du-Loup. Et grosse conversation sur la situation en Iran grâce à la visite de Zara, qui est une citoyenne du Kamouraska maintenant et qui s'inquiète pour son pays d'origine. C'est à ne pas manquer. Mesdames et messieurs, Étienne Denis! Hey! Merci de me recevoir. Ben, ça fait du bien de te voir à Extra Extra. Écoute, on sait qu'en plus, tu portes sur tes épaules avec tes collègues un festival, ma foi, délicieux qui se passe à Rivière-du-Loup depuis quelque temps. Ouais. Vu dans la tête de... Là, Exact. ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Ben là, en date d'aujourd'hui, on enregistre le 20 janvier. Tu sais, c'est un petit peu plus que 3 semaines. Là. C'est du 12 au 15 février Oui. à Rivière-du-Loup. Puis cette année, on est dans la tête de Ricardo Troggi. On a décidé d'y aller fort cette année là, avec quelqu'un qui... qu'on savait qu'il y a une résonance publique plus large. Ça fait déjà 14 ans, c'est la 14e année cette année. Fait que, tu sais, la formule, on sait qu'elle fonctionne, elle est intéressante, on pourra peut-être en parler. Oui. Puis après ça, on s'est solidifié aussi en tant qu'organisation. Puis on s'est dit, OK, là, on est prêt à y aller avec quelqu'un de plus grand public qui va peut-être nous aider à aller chercher. Nos salles sont déjà pleines, mais pleines. C'est un bon succès. Mais on s'est dit, crime, si on est capable d'être encore plus grand public, on a cette solidité-là. On n'était pas prêt à élargir nos cadres nécessairement tant qu'on n'avait pas solidifié notre formule. Ouais. Ce qui est le cas, ça se passe super bien. Puis là, avec Ricardo, on sent déjà une résonance de plus. Là. En ville, je le sens. Là, Comment ça a été de l'approcher, Ricardo? C'est souvent facile. Ouais, hein? Moi, ça fait 15 ans que je travaille en cinéma québécois. On voit ça plus gros des fois que c'est, en fait. Il y en a qu'il faut passer par... parce qu'il y a différents invités aussi. Il n'y a pas juste la tête d'affiche. Oui. C'est ça, moi, ça fait longtemps que je travaille en cinéma québécois. Je fais de l'éclairage dans la vie. Fait que c'est souvent des gens que j'ai croisés déjà. Où là, Ricardo, je le connaissais pas personnellement, mais je suis tout le temps à un intermédiaire, un ami qui le connaît. Okay. Fait que justement, je connaissais Hugo Latulippe, qui est réalisateur de documentaire, puis qui est installé à Kakuna depuis quelques années. Ouais. Puis c'est un super bon ami, il a fait de la course Destination Monde avec... en même temps que Ricardo et tout. Puis j'ai dit, hey, toi, mettons, Ricardo, là, il a envoyé un email, il m'a mis en CC, puis le lendemain, c'était calmé. Il était in. Okay. Ouais, puis tu sais, c'est un enjeu des fois de trouver la tête d'affiche parce que tout découle de ça. Tu sais, la programmation, l'identité visuelle du festival, tout ça, c'est lui qui. Tu sais, le concept, c'est qu'on lui donne carte blanche pour trouve-nous des films, puis les invités qui te tentent, tu sais, on le dirige quelque part. Là, ça peut pas être vraiment n'importe quoi, mais en même temps, le dernier mot, c'est lui qui l'a. Fait que plus on trouve la tête d'affiche tôt, plus on peut commencer le travail en amont, tu sais, parce qu'il y a eu des années où la tête d'affiche se décidait fin novembre, début décembre, il est minuit moins une en crème, là, tu sais, il reste 2 mois avant le festival. Tandis que là, on l'a contacté, début mai. Fait que, tu sais, ça a tout changé, là. Moi, j'ai pu partir l'été, je travaille encore sur des plateaux de tournage, mais j'ai pu partir la tête tranquille. OK, quand je reviens en septembre, il y a déjà un travail de fait. Là. Il y a moins de panique qui est impliquée dans le processus. Fait que... Puis super généreux. C'est ça. On cherche des gens aussi, une tête d'affiche. C'est pas juste un porte-parole. Oui. Parce que pendant le festival, il est là, il présente les films au public. OK, il a envie de partager ça. Là. Full, tu sais. Puis ça prenait quelqu'un de charismatique, qui était, tu sais, quelqu'un de rassembleur. Puis à date, nous, c'est notre 3e édition qu'on fait en tant qu'équipe de direction. Puis ça a toujours été ça, le mot d'ordre. On a eu Pascal Plante, on a eu Sophie Deras, puis Ricardo Troggi. Puis Ricardo, clairement, c'est le nom le plus connu. Ouais. Mais les 2 autres aussi, on se disait, j'aime mieux à la limite avoir quelqu'un de peut-être un petit peu moins connu, juste du grand public. Là. C'est des gens qui sont quand même une réputation. Ouais. Mais l'important, c'était que ce soit quelqu'un de chaleureux puis qui donne envie. C'est un festival qu'on veut à échelle humaine puis qu'on veut juste... On veut qu'il y ait des échanges entre les artistes puis le grand public pour justement qu'il n'y ait plus cette barrière-là, puis qu'on sente juste que c'est du monde comme toi puis moi, puis qu'on peut jaser avec eux autres avec une bière, puis qu'après ça,
que tu as envie d'embarquer dans leur univers. Fait que, tu sais, Ricardo, il cochait toutes ces cases-là, puis les autres d'avant aussi. Fait on est allé plus avec... c'est pas mal ça notre critère premier, tu sais. C'est quelqu'un qui a envie d'être là, qui a envie de s'impliquer, parce qu'on leur dit, là, tu sais, vous allez jaser avec du monde, là. Vous allez pas juste être dans votre loge. Il n'y a pas de loge, de toute façon. Il y en a même présenter il n'y en a pas, même si t'en veux. Puis, tu sais, présenter des affaires, puis tu t'en vas. Puis, tu sais, ils viennent ici, ils sont loin de chez eux. Ben oui. Fait que tant qu'à être là, on est là all-in du jeudi au dimanche. Fait que souvent, tu sais... ça crée une espèce d'esprit de famille entre les artistes qui sont là, avec le public, parce que tu les vois, c'est des faces que tu vois pendant toute la fin de semaine. Ben oui. Ils se créent des liens. Puis il y a plusieurs événements pour qu'ils puissent voir ces gens-là en plus. Ben, c'est ça. Tu sais, parce que sinon, c'est juste des films dans une salle. Fait que c'est plus... c'est moins interactif, mettons. Un peu plus sobre. Ben, c'est ça. Puis après les films, il y a toujours des discussions avec les artistes et tout. Fait que ça, c'est le fun. Mais sinon... Tu sais, c'est important d'avoir des moments d'échange. Fait que, tu sais, il y a des 5 à 7. Il y a des parties aussi. Il y a des grands entretiens qu'on appelle aussi. Tu sais, c'est une entrevue peut-être d'1h30 devant le public. Okay. Tu sais, là, c'est dans une salle où il y a à peu près... C'est au musée du Bas-Saint-Laurent. Fait qu'il doit y avoir une centaine de places, mettons, en poussant fort. Là. Fait que c'est des entrevues devant le public. Il y a ça avec Ricardo Troggi, mais aussi avec Coleman cette année, avec Philippe Falardeau, puis avec Martin Léon, le musicien, compositeur. Fait que... Mais c'est tout le temps quelque chose de très chaleureux. Puis ça a l'air niaiseux, mais même le choix de la salle est important pour nous, pour que ça reste chaleureux. On pourrait faire ça dans un centre culturel à 1000 places, là, parce que ça serait pas assez convivial. Ça se perdrait. L'idée, c'est d'avoir des discussions de salon, parce qu'on est conscient qu'un festival de films, vu de l'extérieur, ça peut avoir l'air... pas élitiste, mais de se dire « Ah, j'ai-tu ma place là-dedans? » Alors que c'est une forme d'art comme la musique ça peut aller dans tous les extrêmes. Là. Ça peut être ultra blockbuster. Il y a du niche, puis il y a du populaire. Là, Puis tu sais, le festival, notre but, parce qu'on s'occupe aussi de Cinédie, qui est un ciné-club à l'année. Oui. Tu sais, des trucs plus niches, des fois, on va se permettre d'y aller, mettons, dans le ciné-club une fois de temps en temps. On a 25 films par année, mettons. On peut y aller des fois, là. Mais le festival, l'idée, c'était aussi d'être quelque chose de rassembleur. Fait que, tu sais, on trouve la fine ligne entre, il faut que ce soit des films qui soient artistiquement pertinents puis intéressants, mais qui attirent du monde. Notre but, c'est aussi que la salle soit pleine, tu sais, puis ça fonctionne vraiment, franchement, bien. Mais justement, c'est trouver la fine ligne entre rester pertinent artistiquement, mais aussi grand public, puis que quand même que t'as pas de maîtrise en cinéma, tu vas pas te sentir largué. Puis non. On veut pas que ça finisse, on parle entre nos dents. Ce cinéma m'a nourri l'âme. Tu sais, ça peut te nourrir l'âme. Mais tu sais, c'est pas que ce soit huppé pour autant. Puis c'est ça qui est le fun dans le type de public aussi. Tu sais, il y a une école de cinéma, tu sais, le MCV, à Rivière-du-Loup. Fait qu'il y a des gens qui étudient là-dedans, mais sinon, la majorité de notre public, c'est du grand public. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est que ça fait les questions-réponses, les espèces d'entretien après les films. Ça peut aller autant dans des trucs très profonds parce que ça a chamboulé des choses chez les gens que des questions super anecdotiques. Puis ce que j'aime avec les cinéastes, parce que, tu sais, pour en faire depuis longtemps, là, ces artistes-là, souvent, on suranalyse ce qu'ils font, puis c'est quoi le message qu'ils voulaient passer? Puis souvent, il y en a un, là. Mais des fois, le choix de ce plan-là, souvent, c'est parce que c'était beau, là. Puis des fois, la réponse, des fois, c'est juste, on le filait comme ça. Puis un film, monter ça, c'est improviser avec ce qui arrive, là. Pas aussi, tu te laisses porter par le moment. C'est arrivé souvent, là, sur des plateaux que finalement, tu le vois sur le grand écran, puis ça a l'air d'être un processus qui a été réfléchi et tout et tout. Il y a une réflexion derrière, évidemment, mais il y a des choix qui sont vraiment soit le hasard, soit une contrainte technique ou finalement, on n'avait pas telle location, c'est viré de bord, on a fait ça là. Une obligation très, très concrète. Oui, absolument, puis ça donne quelque chose de beau. Puis c'est ça, la beauté du cinéma aussi, là, c'est de s'arranger aussi avec ce qui devient puis avec ce qu'il y a, mais je trouve que de pouvoir en discuter avec... là où la cinéaste qui est là,
puis avoir des réponses ultra terre-à-terre. Des fois, je trouve ça drôle, le clash entre une question élaborée, puis qu'est-ce que t'avais derrière ça, puis la réponse super... Il faisait pas beau, fait qu'on a tourné ça en dedans. Je trouve ça magique, là, tu sais. Donc, sinon, les gens en ce moment qui veulent aller en profiter, est-ce qu'on peut suivre sur Internet là, autant l'horaire, le visuel, toutes les informations? Ben, on a un site Internet, la billetterie est sur ce site-là et tout. Ça s'appelle, c'est vuerdl.com, vuerdl.com. Fait que tout se passe là. Sinon, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, si vous cherchez VU, c'est toujours VU, VUES. Ou festival, même en googlant Festival de films Rivière-du-Loup, la référence se trouve là. Les passeports s'envolent vite, mais il reste des billets individuels pour à peu près tout. On se garde toujours une marge de toute façon, là, parce qu'il n'y a pas de placier avec des sièges, avec des numéros de sièges, fait qu'on se garde une marge. Il va toujours pas mal avoir de la place, mais ça va vite, là, ça passe... Ça se remplit vite, là. Et là, tu me parlais de Philippe Falardeau tantôt. Qu'est-ce qu'il vient faire pendant ce temps? On le sait pas. Non, il vient présenter. Il a dit qu'il serait là. Il est tout le temps un peu là. Ouais, il y a un chalet dans le coin. Non, mais c'est quand même un gros nom aussi. Oui, ben il vient présenter 1000 secrets, 1000 dangers, qui est son dernier film, qui est une adaptation. Puis le musicien Martin Léon est là aussi. C'est lui qui compose sa musique de film depuis déjà longtemps. Le Monsieur Lazare, je pense que c'était lui aussi. Il y en a eu plusieurs. Fait qu'ils vont venir les deux. On trouve ça le fun d'avoir l'aspect musical aussi, parce qu'il va y avoir un grand entretien avec juste Philippe aussi, puis juste Martin, séparément. C'est intéressant aussi de parler du processus de composition de musique de film aussi. Puis c'est un gars aussi qui a une carrière uniquement musicale aussi à lui, là. Mais ouais, fait que Philippe, Martin sont là, Anémon aussi vient présenter Amour Apocalypse, Éric Bouliane aussi. Ça, c'est un film, si vous êtes capable d'avoir des billets, qui vient présenter Folichonnerie, qui sort fin janvier, donc c'est le film le plus récent. Il n'y aura pas une longue vie en festival là, quand on va le présenter. Puis, tu sais, c'est un film 16 ans et plus, érotisme, mais on le présente prime time, le samedi soir. L'idée, c'est d'avertir le public, là, mais c'est une comédie érotique. C'est super bien écrit. C'est un des rares films de la programmation que j'ai vu. Je me suis dit, faut que je le voie avant pour savoir comment tenir. Bien écrit, bien joué, mais ça va susciter des discussions. Là. Ça va être super intéressant. Fait que. Wow. Ben écoute, on pourra en parler pendant des heures, j'ai l'impression, mais l'idéal, c'est d'y aller, gang. Je pense que c'est ça le principe. Il reste la place. Fait qu'on VUES, RDL, on regarde ça sur les internets. Puis, ben écoute, en te souhaitant une belle réussite encore une fois cette année. On est confiants. Oui. Merci. Merci, Étienne. Donc, on se balade un peu à l'international aujourd'hui à Extra Extra. On parle de la situation en Iran avec Zara. Bonjour, Zara. Bonjour. Donc, Zara, toi, tu es maintenant dans le coin. Ça fait quand même un petit bout déjà? Oui, je suis arrivée au Canada, au Québec, 2016. J'ai passé 5 ans de ma vie à Sherbrooke. Puis ça fait 5-6 ans là, que j'habite au Kamouraska. Et là, tu vois ce qui se passe dans ton pays d'origine. C'est difficile, à ce que tu me disais, parce que les communications ont comme été coupées pendant un bon bout, là? C'est encore coupé. Oui, OK. C'est encore coupé. Ça fait 13 jours qu'il n'y a pas d'Internet, pas en tout, en Iran. Puis depuis, il n'y avait pas de contact téléphonique non plus entre les résidents dans le pays. Puis, on n'est pas capable de leur téléphoner avec notre téléphone, là, pas avec les applications. Avec le téléphone, on n'est pas capable de les appeler. Il y a 6 jours, ma sœur était capable de m'appeler. Puis, ça fait 2 jours que les appels ont été arrêtés. OK. Donc, ils veulent pas que ça communique, finalement. Ils veulent pas que la population dise ce qui se passe, là. Oui, ils voudraient garder ça comme secret, là, dans le pays, pour que ça se passe pas dans le nouvelle. OK. Et là, bon, pour nous qui sommes au Québec, qui voyons un peu ça, là, avec plusieurs pas de recul, c'est peut-être souvent même difficile à comprendre. Là, dans quelle situation est l'Iran, là? En fait, situation actuelle de l'Iran, je dois comme reculer un peu avant.
L'Iran, c'était un pays qui était toujours mené par les monarchies, on dit, par les rois, puis tout ça. Puis, ça fait 47 ans qu'il y avait une révolution islamique. En fait, c'était pas tout à fait islamique, mais c'est les islamistes qui ont pris le pouvoir. Ça veut dire les chefs suprêmes qui est actuellement au pouvoir. On a le président, on a le premier ministre, puis tout ça, mais tout ça, ça doit être comme confirmé avant avec le chef suprême. OK. Donc ils n'ont pas de vrai pouvoir. Non, ils n'ont pas de vrai pouvoir. Ils répètent la même chose qu'ils demandent. Puis, donc, ça a été changé depuis 47 ans. Puis, depuis 47 ans, il y avait beaucoup de manifestations, là, depuis que je me souviens. Puis, depuis 3 ans, avec le décès de Mahsa Amini, que c'était un des grands mouvements de siècle, un mouvement féministe de siècle qui s'est passé en Iran. En fait, ce qui s'est passé, Mahsa Amini a été tué par la police de Morse pour le hijab. Ouais. Donc, après, il y avait beaucoup de manifestations parce que même d'après moi qui crois pas à ça, à l'hijab puis tout ça, puis je porte pas le hijab, son hijab était correct. Ouais. Était correct. Donc, après son décès, il y avait beaucoup de manifestations puis tout ça. Puis le gouvernement a tué plusieurs personnes, femmes, hommes. Puis là, après, c'est ça. Bien, ça a arrêté là. Depuis 3 ans, bien, il y avait l'écrasement d'avion en 2020 aussi, l'avion ukrainien qui partait de Téhéran vers l'Ukraine. Puis il y avait plusieurs Iraniennes, Canadiennes qui étaient dans cette vol-là. Tout le monde est mort. En fait, dans cette vol-là. Puis, il y a plusieurs Iraniennes, les familles qui habitaient au Canada, ils ont appelé pour la justice, nanana. Puis, écoute, on n'a pas de réponse. C'est sûr qu'aux autres, le gouvernement, le régime ne donne pas de réponse claire. Ouais. Au début, ils disaient que c'était pas nous. Puis, quand le premier ministre du Canada a dit qu'on a fait des enquêtes quelques jours plus tard, que c'était vous... Bien, ils ont accepté que c'était aux autres, mais que c'était pas intentionnel. Hein. Hey, c'est une faute. C'est une gaffe. Oui, c'est ça. On n'a pas compris que c'était un avion avec des passagers. On pensait que c'était un missile ou quoi, là. En tout cas, il y avait... depuis que je me souviens, il y avait des manifestations. Cette fois-ci, c'est différent. OK. C'est différent parce que la violence, c'est vraiment quelque chose qui est comme on ne voyait pas dans les autres manifestations. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées. Et puis le régime de l'Iran n'a pas il se gêne pas de tuer de proches, là. Ah ouais, hein? Dans la rue, On n'est pas là. dans le poivre. Puis c'est pas à 200 mètres, c'est pas à 1 kilomètre, là. Ils tirent comme ça, là. Ils ont tué plusieurs enfants, des mineurs, des ados. Puis cette fois-ci, à l'époque, avant, quand ils blessaient les gens avec les balles puis tout ça, ils donnaient pas un coup de grâce. Ouais. Cette fois-ci, il a donné. Ils rachèvent carrément les blessés, là. Oui. OK. Ouais. Ils ont mis... en fait, il y avait plusieurs manifestants qui se sont réfugiés dans un hôpital. Ils ont envoyé des poivres Cayenne, là, espéré des poivres Cayenne, à l'hôpital. Qui fait ça? Incroyable. Fait ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la population iranienne peut avoir de besoin actuellement pour se sortir de ça? C'est une question difficile à répondre parce que la population a des mains vides. Oui. Tandis que le gouvernement, comme je te dis, il ne se gêne pas à pointer l'arme. Il est armé et il s'en armé, sert contre un peuple qui est désarmé. Finalement. Oui, ils ont tué autour de 12 000 personnes dans 2 jours. Ouf! Il y a 8 000 personnes. En fait, il n'y a pas de rapport officiel qui est sorti parce qu'on n'a pas de communication. Oui. Il y avait des gens qui avaient des Starlink. Ça, ils ont envoyé des parasites sur ça aussi. Donc,
Là, les nouvelles sortent comme des gouttes. Là. Il y a des gens qui étaient dans le pays, des autres Iraniennes qui étaient comme voyageurs en Iran, qui ont filmé ça puis qui sont amenés ça à l'étranger. Okay. Puis au début, le gouvernement n'avait pas pensé à couper l'Internet tout de suite. Donc, il y a des nouvelles qui sont sorties par Starlink, par le téléphone, par cellulaire, puis tout ça. Donc, selon les centres pour les yeux, là, ophtalmologiques oui, de l'Iran, il y a 8000 personnes qui ont perdu la vue parce qu'ils ont reçu les balles dans les yeux. Et là là. Puis c'est pas nouveau, ça, là. Le gouvernement faisait ça aussi avant, là. Donc, 8 000, ça hein? brasse. 8 000. Ouais. Puis Donc, écoute... en fait, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un débalancement total là, au niveau de la force. Là, puis, oui, du rapport ici, de là, force, vous voyez, on dit nos insatisfactions, puis là, le premier ministre démissionne. Sans aucun goutte de sang, puis rien. Il a démissionné, il a lâché le pouvoir, mais ça se passe pas de même dans un pays qui a un dictateur en tête, puis qu'il y a ça, là. Donc... Fait qu'il faudrait d'autres forces armées de d'autres pays à ce moment-là s'en mêlent, si je comprends bien. Écoutez, ça a été tout le temps par les forces étrangères ou par un coup d'État quand le gouvernement, quand l'État a changé en Iran. Donc, je crois pas que quand un régime est armé, on pourrait le renverser avec les manifestations. On pourrait l'affaiblir, mais on pourrait pas le renverser. Ouais. Ils ont le pouvoir, ils ont le pétrole, ils ont de l'argent. Puis les peuples ont des mains vides. Puis vous savez qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles en Iran actuellement, là, à la télévision? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont des terroristes enseignés par Israël puis les États-Unis. C'est pas vrai. Ouais, c'est spécial un peu comment la nouvelle est triée ici, dans l'ensemble du pays, là, pas seulement au Québec, là, effectivement. Oui. Écoute, puis là, les manifestations cette année, en fait, c'est commencé parce que la valeur de l'argent iranien a baissé beaucoup, beaucoup. Oui. C'est comme on est devenu un deuxième Venezuela avec la valeur de l'argent, là. C'est comme, je te donne un exemple. Quand je suis partie de mon pays il y a 10 ans, je suis allée acheter de devises canadiennes. Oui. Donc, à l'époque, $1 canadien, ça valait 2600 touman iraniennes. OK. 2600. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé de l'argent à mon frère en Iran. J'ai $1 canadien, ça veut 130 000. Ouf, OK, c'est une méchante drop, là. Ça oui, plus, là. OK. Dans 10 ans. Oh là là. Puis moi, si je travaillais actuellement en Iran comme travailleuse sociale, puis si j'allais être comme très bien payée, je recevais un salaire de $200, équivalent de $200 canadiens. Par semaine? Par mois. Par mois? Par mois, OK. par mois. Puis avec ce $200-là, qu'est-ce que je peux acheter? Les prix des aliments, là, c'est la même chose ça qu'ici. A explosé, là, ouais. Ça a explosé. Après la pandémie, ça a explosé partout, dans mon pays de naissance inclus. Mais ils payent le même prix que pour les œufs, ils payent le même prix que pour le yogourt, mais ils reçoivent $200. Incroyable. Ouais. Quand j'étais enfant, on était en famille de 4 enfants avec mes parents. On voyageait tout le temps, là. Là, mon père est tout seul avec sa femme. Il n'est pas capable de voyager. Mais ils sont 2 personnes, on était 6. Ah ouais, hein, c'est fou. Hein? Okay. L'argent ne vaut plus rien. Oui. L'économie du pays plante, puis les dirigeants, eux autres, ils jouent du gun sur la population. Ils ont de l'argent, ils ont le pétrole. Puis il y a plusieurs qui disent, bien, si on a une intervention étrangère, par exemple, de la part des États-Unis, nanana, ils veulent voler notre pétrole, ils veulent voler nos ressources, puis tout ça. Oui. Ben, ils volent aussi, là. Ouais, ils vont le faire de toute façon. ça serait pas... On est en train de voler le Groenland dans pas long. ça serait-tu
être pire que ça. Oui, parce que j'imagine quelqu'un qui ça vit serait là, pas pire c'est que ça, ça. quelqu'un qui a les deux pieds dans autant de problèmes, il se dit, part avec le pétrole, mais je peux-tu arrêter de me faire tirer dessus quand je vais dans la rue, tu sais? Oui. Je comprends très bien. Ouais. Si c'était juste vol d'argent par l'État islamique de l'Iran, OK, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, tu contrôles tout là, sur moi. Tu me dis quoi porter, tu me dis quoi manger, tu me dis quoi boire, tu contrôles mes pensées. Oui. Moi, là, quand j'étais engagée ici au 6, on m'a passé une entrevue, hein, écrit, puis entrevue verbale. Dans cette entrevue-là, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Des questions sur mes compétences, puis mon analyse. Ils vérifiaient mon analyse. Est-ce que je suis capable de travailler comme un travailleur social avec les personnes vulnérables ici? En Iran, je travaillais à l'hôpital psychiatrique. Puis ça, quand on m'a demandé, tu fais-tu tes prières 5 fois par jour? Comment on le fait? Fais-nous, qu'est-ce qu'on dit à tel... est-ce que vous allez à la mosquée? Est-ce que vous vous maquillez? Est-ce que vous portez le hijab complet tout le temps? C'était ça, les questions. C'était pas sur mes compétences, c'était sur des choses religieuses. Religieuses. Donc, est-ce que... religieusement, je suis compétente d'intervenir comme un travailleur social auprès de personnes vulnérables. T'es-tu une bonne croyante? Si oui, let's go, t'as le job. Hey, bye-bye. Mais ici, dans votre pays, la religion puis la politique sont deux choses distinctes. Maintenant, oui, effectivement, oui. Ouais, mais... Pas que la politique est en train de devenir une nouvelle religion, mais oui, bon, c'est ça. On partira pas là-dessus. Oui, comment vous l'avez fait avec une révolution tranquille, hein? Oui. Dans les années 70. Ouais, peut-être trop tranquille, mais bon, oui. Ça n'existe pas tranquille dans mon pays. Non, je comprends. Écoute, il y avait des manifestants, les vidéos qui sont sorties, qui disaient soit la liberté, soit la mort. Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai payé le prix, ma liberté en m'immigrant, puis de commencer à zéro. Apprendre la langue, apprendre la culture, être pauvre pendant des années pour que je puisse finir mes études, pour que je puisse m'intégrer, pour que je sois capable de servir mes compétences que je connaissais dans une autre langue ici. Ben oui. Puis j'ai payé pour mes études, puis tout ça, puis le froid de Québec. Oui, oui, en plus, aujourd'hui, on a les pieds dedans. Je suis contente avec tout ça. Écoute, je suis bien ici, là. Je bouge pas d'ici. Puis, est-ce que, si j'étais en Iran, est-ce que je donnais ma vie pour être libre? Je suis pas certaine. Bonne question, oui, effectivement. Mais ils font ça en Iran et ils sont courageux, là. Oui. Écoute, Zara, merci de venir nous témoigner tout ça. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant 4 émissions d'affilée. Pas facile en ce moment. On est heureux de t'avoir avec nous dans le Kamouraska, à tout de moins. Puis on te souhaite bonne chance là, pour tout ce que tu vas apprendre de peut-être ta famille et compagnie là, dans les prochains moments. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je trouvais ça important d'entendre la voix, de faire entendre la voix de peuple iranienne qui sont sans voix actuellement. Oui. Donc, merci de votre écoute. J'attends pas que ça se fasse de quoi au Kamouraska pour les Iraniennes, mais que vous soyez informés de ce qui se passe dans le monde. Oui. D'avoir le bon son de cloche aussi, des fois, ça peut être utile. Oui. Merci beaucoup.